Ils nous ont réunis dans le grand salon comme si c'était le matin de Noël. Mais au lieu de cadeaux, ma mère a distribué des documents d'héritage d'une valeur de 30 millions d'euros. Mon frère Quentin a reçu le groupe. Ma sœur Bénédicte a eu l'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine. Même mon jeune frère Damien a obtenu 3 voitures de luxe. Ma mère s'est alors tournée vers moi, et les mots qui sont sortis de sa bouche ont détruit tout ce que j'avais cru de ma vie pendant 32 ans. Je m'appelle Rémi, et je dois vous raconter ce qui s'est passé ce jour-là, car cela a absolument tout changé. Les personnes assises dans cette pièce n'étaient pas des étrangers. C'étaient les visages que j'avais vus tous les matins au petit déjeuner pendant des décennies. Ma mère, Philippine, portant son éternel collier de perles avec la robe marine qu'elle réservait aux grandes occasions. Mon père, Guylain, ajustant ses lunettes comme il le faisait toujours lorsqu'il était nerveux. Mon frère aîné Quentin, vérifiant déjà son téléphone pour les cours de la bourse, même pendant les réunions de famille. Ma sœur Bénédicte, parfaitement composée, son mari Thibaut à ses côtés, et mon jeune frère Damien, qui, pour une fois, ne faisait pas de blagues. Nous avions été convoqués à cette réunion 3 semaines à l'avance. Libérez vos agendas, avait dit Philippine avec ce ton qui signifiait que ce n'était pas une requête. Le 15 mars, 14 heures précises. Votre père et moi avons d'importantes affaires de famille à discuter. J'étais venu de Paris ce matin-là, laissant mon cabinet vétérinaire entre les mains compétentes de mon équipe. Pendant tout le trajet, j'avais pensé que c'était au sujet de la santé de papa. Il avait eu un léger épisode cardiaque 2 mois plus tôt. Rien de grave, mais assez pour nous effrayer tous. Je m'étais dit qu'ils allaient enfin prendre leur retraite, peut-être confier l'entreprise familiale de distribution de cosmétiques de luxe à Quentin, qui la dirigeait de toute façon depuis 5 ans. La propriété familiale se trouvait sur 1 hectare à Neuilly-sur-Seine, le genre de quartier, vieille fortune, où les allées portent des noms et où les maisons se transmettent de génération en génération. J'avais grandi en courant dans ces couloirs, en glissant sur la rampe d'escalier en acajou quand Philippine ne regardait pas, en construisant des cabanes avec mes frères et sœurs dans le gigantesque bureau où nous étions assis maintenant. Mes enfants, commença ma mère. Et je me souviens encore comment la lumière de l'après-midi accrochait son collier de perles alors qu'elle se tenait derrière la chaise de mon père, ses mains posées sur le cuir comme si elle posait pour un portrait. La récente alerte de santé de votre père nous a fait réaliser qu'il était temps d'assurer l'héritage familial. Nous avons passé beaucoup de temps avec nos avocats pour nous assurer que tout est correctement arrangé. Elle contourna le bureau avec une efficacité surprenante pour une femme de son âge, distribuant des porte-documents en cuir un par un. Le blason de la famille Beaumont était estampé sur chacun en or. Quentin fut servi le premier, bien sûr, puis Bénédicte, puis Damien. Quand elle arriva à moi, elle hésita juste une seconde, et quelque chose vacilla dans son regard. J'ai cru que c'était de l'émotion à l'idée de diviser les biens de la famille. J'avais tort. J'ai regardé Quentin ouvrir son porte-document le premier. Ses yeux s'écarquillèrent et il siffla doucement. « Maman, papa, c'est incroyablement généreux, » dit-il en parcourant les documents. « L'intégralité du groupe ? Êtes-vous sûr ? » Bénédicte haleta en ouvrant le sien. « L'hôtel particulier de Neuilly ? Mais vous aimez tant cet endroit. » « Nous gardons l'appartement à Cannes, » dit Guylain, prenant la parole pour la première fois depuis que nous nous étions assis. « À notre âge, les hivers ici deviennent plus difficiles. » Damien continuait de feuilleter les pages avec incrédulité. 3 voitures, la Bentley, la Ferrari et la Mustang de collection. Il leva les yeux vers nos parents. « Mais papa, tu as restauré cette Mustang toi-même. » « Il est temps de transmettre les choses à la prochaine génération, » dit Guylain, mais il ne regardait aucun de nous. Ses yeux étaient fixés sur un point sur le mur quelque part derrière ma tête. J'ai ouvert mon porte-document. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier, un chèque de banque de 50 000 € et une brève note tapée sur le papier à en-tête de la famille. « Pour vos années passées au sein de notre famille. » Le silence devint total dans la pièce. J'entendais l'horloge grand-père sonner dans le couloir, la même horloge qui avait retenti à chaque heure de mon enfance. J'ai lu la note 3 fois, certain que quelque chose m'échappait. J'ai feuilleté le porte-document à la recherche des autres documents, du véritable héritage, de l'explication qui donnerait un sens à tout cela. Je ne comprends pas, dis-je, et ma voix me semblait étrange, comme si elle sortait de la bouche de quelqu'un d'autre. Y a-t-il un autre porte-document ? Quelqu'un a-t-il fait une erreur au bureau de l'avocat ? Le visage de Philippine se transforma en quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. En 32 ans à appeler cette femme, maman,
à la regarder organiser des galas de charité et des réunions du cercle de jardinage, à la voir gérer chaque situation sociale avec une grâce exercée, je n'avais jamais vu cette expression. Elle était froide, clinique, comme si elle délivrait un diagnostic à un patient qu'elle ne reverrait jamais. Rémi, dit-elle, et même la façon dont elle prononçait mon nom était différente, dépouillée de la chaleur que j'y avais toujours entendue. Il y a quelque chose que nous aurions dû te dire il y a des années, quelque chose que nous pensions plus gentil de te cacher, mais étant donné les circonstances, tu dois connaître la vérité. Mes frères et sœurs me fixaient tous maintenant. Quentin avait posé son porte-document. La main de Bénédicte avait trouvé le bras de Thibaut. Damien avait l'air de vouloir disparaître dans son fauteuil. Tu as été adopté à l'âge de 3 mois, continua Philippine, chaque mot délibéré et mesuré. Ta mère biologique était une adolescente qui ne pouvait pas te garder. Nous t'avons accueilli par le biais d'une agence d'adoption privée. Nous t'avons donné tout ce que nos enfants biologiques ont eu. Les meilleures écoles, les mêmes opportunités, les mêmes avantages. Mais légalement, la fiducie familiale des Beaumont est très spécifique. Elle stipule que seuls les liens de sang peuvent hériter des actifs familiaux. L'horloge grand-père sonna 3 fois, marquant l'heure et l'instant exact où toute ma compréhension de qui j'étais vola en éclats. Je pensais avoir la famille de la grande bourgeoisie parfaite. Grandir dans le foyer Beaumont signifiait des lycées privés où tout le monde connaissait ton nom, des adhésions à des cercles privés qui ouvraient toutes les portes, et des dîners du dimanche où nous nous réunissions autour de la table de 12 couverts pour rire des dernières entreprises de Quentin ou des galas de charité de Bénédicte. J'étais Rémi Beaumont, l'enfant du milieu qui avait choisi de devenir vétérinaire plutôt que de rejoindre l'empire familial de distribution. Et tout le monde disait que j'étais courageux de suivre ma propre voie. Mon cabinet dans le 15e arrondissement de Paris était tout ce dont j'avais rêvé. Après 6 ans à le faire passer d'une simple clinique à un hôpital vétérinaire à service complet, je venais d'embaucher mon 10e employé. Nous voyions 40 patients par jour, parfois plus pendant les urgences. Le journal local avait fait un reportage sur nous intitulé Le vétérinaire qui ne dit jamais non, car j'avais développé la réputation de soigner les animaux, quelle que soit la capacité de leur propriétaire à payer. Mon assistante, Sophie, hochait toujours la tête devant ma trop grande compassion, mais elle souriait en le disant. « Vous êtes trop bon pour ce monde, docteur Beaumont », me disait-elle alors que je restais tard pour surveiller le rétablissement de chiens de sauvetage ou que je venais le dimanche pour vérifier les patients chirurgicaux. Vos parents vous ont bien élevé. Ces mots résonneraient plus tard dans mon esprit, prenant une ironie amère que je n'aurais pu imaginer alors. Mais à l'époque, je portais le nom Beaumont avec une fierté tranquille. Pas la fierté ostentatoire que Quentin affichait lorsqu'il concluait des affaires à millions d'euros, mais la satisfaction stable de savoir que j'aidais des créatures qui ne pouvaient pas s'aider elles-mêmes tout en faisant partie de quelque chose de plus grand, de plus établi, de plus permanent. Ma petite amie, Mathilde, comprenait cela de moi. Elle enseignait à la maternelle dans une école publique d'un quartier difficile, choisissant de travailler là où elle était le plus nécessaire plutôt qu'à l'académie privée prestigieuse qui avait tenté de la recruter. Nous nous étions rencontrés lors d'un événement caritatif organisé par ma mère 2 ans plus tôt. Mathilde était là pour représenter son école, essayant d'obtenir des fonds pour de nouveaux équipements de jeu. J'étais là parce que Philippine s'attendait à ce que tous ses enfants y assistent pour présenter le front uni des Beaumont qui lui était si important. Tu n'es pas comme les autres, m'avait dit Mathilde lors de notre premier vrai rendez-vous après que nous nous étions échappés de la collecte de fonds guindés pour aller manger des burgers dans un petit bistrot du coin. Tu as leur éducation, mais aucune de leurs prétentions. Nous avions récemment parlé de mariage, de vraies conversations sur ce à quoi ressemblerait notre avenir. Elle voulait des enfants, au moins 3. J'avais grandi avec des frères et sœurs et je ne pouvais pas imaginer élever un enfant unique. Nous avions même conduit dans des quartiers pour regarder des maisons, imaginant où nous mettrions une balançoire, quelle pièce serait la chambre de bébé. Des rêves normaux, des rêves simples, des rêves sincères, pensais-je. Chaque vendredi, je maintenais une tradition avec mon père, Guylain, déjeuner à son cercle privé, à la même table surplombant le parcours de golf, avec le même serveur qui le servait depuis 20 ans. Guylain commandait son habituel saumon grillé, je prenais le club sandwich, et nous parlions de tout sauf des affaires familiales. Tu sais, Rémi, m'avait-il dit juste 2 semaines avant cette fatidique réunion de famille, polissant ses lunettes avec cette habitude nerveuse qui était la sienne, tu as toujours été différent de tes frères et sœurs, plus compatissant, plus authentique. C'est ce qui te rend spécial. J'avais souri à cela, pensant qu'il parlait de mon choix de carrière, de ma décision de soigner au lieu de rechercher des marges bénéficiaires et des parts de marché.
Quelqu'un dans cette famille doit bien avoir une âme, n'est-ce pas, papa? Il avait ri, mais son rire n'avait pas atteint ses yeux. Maintenant, je comprenais pourquoi. Ma mère, Philippine, dirigeait le foyer comme si elle était toujours la PDG qu'elle avait été avant d'épouser mon père. Chaque chose avait sa place. Chaque tradition avait son but. Chaque membre de la famille avait son rôle à jouer. Elle m'appelait tous les dimanches à 19h précise, pas une minute avant, ni après. Rémi, chérie, m'avait-elle dit lors de ce dernier appel avant la réunion, n'oublie pas samedi prochain. C'est important. Ton père et moi avons prévu quelque chose de spécial. Nous voulons tous nos enfants présents. Tous nos enfants. La phrase avait semblé si naturelle alors, si évidente. Bien sûr, j'étais l'un de ses enfants. J'avais son côté têtu. Tout le monde le disait. J'avais la nature réfléchie de mon père. Je me souvenais avoir appris à faire du vélo dans la longue allée de la propriété. Guylain courait à mes côtés, Philippine encourageait depuis les marches de l'entrée. Je me souvenais des matins de Noël où nous nous précipitions tous ensemble en bas, Quentin essayant de maintenir sa dignité de grand frère, tandis que Bénédicte, Damien et moi déchirions les cadeaux comme des animaux sauvages. Je me souvenais de me sentir en sécurité, de me sentir aimé, de me sentir appartenir à quelque chose qui durerait éternellement. À quel point j'avais eu tort sur tout ce qui comptait. La réunion de famille spéciale était prévue pour le 15 mars, une date qui est maintenant gravée dans ma mémoire comme une marque. Nous nous sommes tous réunis dans le bureau lambrissé d'acajou de la propriété de mes parents, la même pièce où Guylain m'avait appris à jouer aux échecs quand j'avais 7 ans, où je m'étais caché derrière le canapé en cuir pendant les orages, où nous avions pris toutes les photos de famille de Noël pendant 3 décennies. Quentin avait pris son jet de fonction depuis Londres, ayant l'air d'un cadre d'entreprise dans son costume à 3 000 €. Bénédicte était arrivée en voiture de l'ouest parisien avec son mari Thibault, sa perfection intacte malgré les 3 heures de route. Même Damien s'était présenté sobre et à l'heure, un miracle mineur que Philippine nota d'un signe de tête approbateur. Mes enfants, commença ma mère, se tenant derrière la chaise de mon père, les mains parfaitement positionnées sur le cuir. La récente alerte de santé de votre père nous a fait réaliser qu'il était temps d'assurer l'héritage familial. Elle distribua les porte-documents en cuir avec une précision exercée. Quand j'ai ouvert le mien pour ne trouver que ce chèque unique et cette brève note, la température dans la pièce sembla chuter de 20 degrés. Je ne comprends pas, dis-je, ma voix fonctionnant à peine. Y a-t-il un autre porte-document? Quelqu'un a-t-il fait une erreur au bureau de l'avocat? La transformation de Philippine fut instantanée et complète. La femme qui m'avait embrassé le front 10 000 fois, qui m'avait soigné d'une pneumonie à 12 ans, qui avait pleuré à ma remise de diplôme vétérinaire, disparut simplement. À sa place se tenait une étrangère portant le visage de ma mère. Rémi, il y a quelque chose que nous aurions dû te dire il y a des années. Tu as été adopté à l'âge de 3 mois. Ta mère biologique était une adolescente qui ne pouvait pas te garder. Nous t'avons accueilli, nous t'avons tout donné, mais légalement, tu n'as pas droit à la propriété Beaumont. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. Adopté. 3 mois. Pas de droit. Chaque phrase réécrivait 32 ans de ma vie en temps réel. Guylain me regarda enfin, ses yeux bleus larmoyants croisant à peine les miens avant de glisser. Nous nous sommes occupés de toi, fils, mais la fiducie familiale stipule spécifiquement les liens de sang seulement. Les avocats ont été très clairs à ce sujet lorsque nous avons fait réviser tous les documents. Vous me dites cela maintenant? Ma voix montait, se fêlant comme celle d'un adolescent. Après 32 ans, vous me dites cela maintenant? Quentin s'éclaircit la gorge, se tortillant inconfortablement sur sa chaise. Maman, papa, c'est insensé. Rémi est notre frère. Il a toujours été notre frère. Pas par le sang, dit Philippine sèchement, son ton tranchant la protestation de Quentin. Tu n'as jamais vraiment été l'un des nôtres, Rémi. Nous t'avons donné une belle vie, la meilleure éducation, des opportunités dont la plupart des gens rêvent. Ce chèque devrait t'aider à transiter vers ta nouvelle réalité. Transitaire comme si je changeais de travail ou déménageais d'appartement, pas comme si toute mon identité était arrachée. Bénédicte pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur son visage parfaitement maquillé. C'est cruel, murmura-t-elle. C'est tellement inutilement cruel. Thibault mit son bras autour d'elle, mais son expression était soigneusement neutre. Il était au courant, réalisais-je. Le gendre avait su ce que le fils n'avait jamais été dit. Vous saviez, leur demandai-je à tous,
mon regard passant d'un visage à l'autre. Vous saviez tous. Le menton de Philippine se souleva légèrement. Ce geste que j'avais vu 1000 fois lorsqu'elle était sur le point de délivrer une vérité désagréable lors d'une réunion de conseil. Nous l'avons découvert quand Quentin a eu 18 ans. Les avocats ont insisté pour qu'il sache en tant qu'aîné et éventuel héritier du groupe. Nous l'avons dit à Bénédicte lorsqu'elle s'est fiancée à Thibaut pour des raisons légales concernant son fonds en fiducie. Damien l'a appris quand il a eu 21 ans. Nous leur avons fait promettre de ne pas le dire, ajouta Ghislain faiblement. Nous pensions que ce serait plus gentil. Tu étais heureux. Pourquoi détruire cela? Plus gentil? Le mot sortit presque comme un rire. Vous pensiez que me mentir toute ma vie était plus gentil? Damien parla finalement, sa voix rauque. C'est un bordel. Rémi m'a sauvé la vie quand je me noyais dans la piscine. Il m'a appris à conduire. Il m'a couvert quand j'ai écrasé la Mercedes de papa. Le sang ne fait pas une famille. La loi est en désaccord, dit froidement Philippine. Étage 50 000 € est plus que généreux compte tenu du fait que nous n'avions aucune obligation légale de te donner quoi que ce soit. Je restais là, mes mains tremblantes, regardant tout mon passé se réécrire. Chaque vacances en famille où je m'étais demandé pourquoi j'avais l'air différent sur les photos. Chaque fois que Philippine présentait ses enfants et hésitait microscopiquement avant mon nom. Chaque ami de la famille qui avait commenté que je devais tenir d'un parent éloigné parce que je ne ressemblais en rien à mes frères et sœurs. Sortez, dis-je doucement. Je vous demande pardon. Les sourcils de Philippine se levèrent. J'ai dit, sortez. C'est ma maison de famille aussi, où ça l'était il y a 5 minutes. Je mérite 5 minutes pour assimiler que toute ma vie a été un mensonge. Alors, sortez. Tous. Maintenant. Ils sortirent lentement, Quentin me serrant l'épaule en passant. Bénédicte sanglotant ouvertement, Damien marmonnant des jurons à voix basse. Ghislain s'arrêta à la porte. Nous t'aimions, dit-il doucement. Cela n'a jamais été un mensonge. Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas. Je restais seul dans ce bureau, entouré de portraits d'ancêtres Beaumont qui n'étaient pas mes ancêtres, d'histoires de succès qui n'étaient pas mon héritage, d'un arbre généalogique dont je venais d'être taillé avec une précision chirurgicale. J'ai quitté cette maison sans dire au revoir, passant devant les portraits des ancêtres Beaumont dans le couloir, devant les marques sur le chambranle de la porte de la cuisine où Philippine avait mesuré nos tailles à chaque anniversaire, devant le piano où j'avais appris à jouer Chopin, mal. Ma voiture connaissait le chemin du retour vers Paris, ce qui était une bonne chose car je ne pouvais pas voir à travers les larmes qui sont finalement venues, violentes et imparables quelque part autour du boulevard périphérique. Mathilde corrigeait des copies quand je suis entré dans notre appartement. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et a laissé tomber son stylo rouge. Rémi, que s'est-il passé? C'est ton père? Est-ce que quelque chose est arrivé à Ghislain? Ce ne sont pas mes parents, dis-je, les mots me semblant étrangers dans ma bouche. Je suis adopté. Ils l'ont su toute ma vie. Mes frères et sœurs le savent depuis des années. Tout le monde savait sauf moi. Elle m'a tenu pendant que je sanglotais cette nuit-là. Le genre de pleurs qui vient de votre âme se déchirant. Le genre qui vous laisse vide et creux quand c'est fini. Tu es toujours toi, murmura-t-elle dans mes cheveux alors que nous étions enlacés sur notre lit. Tu es toujours l'homme qui sauve les animaux, qui fait du bénévolat au refuge tous les samedis, qui me fait rire tous les matins. Ils ne t'ont pas donné ça. Ça, c'est tout toi. Mais qui suis-je, ai-je demandé au plafond à 3 heures du matin. Si je ne suis pas Rémi Beaumont, qui diable suis-je? Tu es l'homme que j'aime, dit Mathilde fermement. Tout le reste n'est que détail. Le lendemain matin, la rage a remplacé le chagrin. Elle est venue soudainement pendant que je faisais du café, regardant mon diplôme de vétérinaire accroché au mur. Rémi Beaumont, docteur en médecine vétérinaire. Même mon éducation était estampillée de leur nom, de leurs mensonges. Si les Beaumont pouvaient me cacher cela pendant 32 ans, que cachaient-ils d'autre? Qui étaient mes parents biologiques? Pourquoi m'ont-ils abandonné? Pensaient-ils à moi? Étaient-ils en vie? Avais-je d'autres frères et sœurs quelque part? Des vrais qui partageaient mon ADN et peut-être mon menton têtu ou ma curieuse capacité à mémoriser les numéros de téléphone. J'ai besoin de les trouver, ai-je dit à Mathilde pendant le petit déjeuner. Mes parents biologiques. J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. Elle a traversé notre petite table de cuisine et a pris ma main. Alors nous les trouverons.
quoi qu'il en coûte. J'ai trouvé Charles Pinault par la source la plus improbable, Madame Leroy, dont je soignais le chat diabétique depuis 2 ans. Elle mentionna que son frère avait disparu pendant 30 ans jusqu'à ce qu'un détective privé nommé Charles Pinault le retrouve vivant à Bordeaux sous un nom différent. Le bureau de Charles se trouvait au-dessus d'un restaurant kebab dans le sud de Paris, après 2 volets d'escalier qui grinçaient à chaque pas. L'homme lui-même avait 70 ans, bâti comme un ancien pilier de rugby, avec des yeux perçants qui semblaient cataloguer tout de vous en un seul regard. Les recherches de parents biologiques peuvent être difficiles, prévint Charles, sa voix râpeuse adoucie par ce qui semblait être une sympathie sincère. Parfois, les dossiers sont scellés si hermétiquement que même moi je ne peux pas les craquer. Parfois, les personnes que vous trouvez ne veulent pas être trouvées. Parfois, la vérité fait plus mal que de ne pas savoir. J'ai besoin de savoir, lui dis-je, plaçant ses honoraires de provision sur son bureau encombré. Mes parents biologiques pourraient être n'importe qui. Ils pourraient n'être personne. Ils pourraient être morts. Mais ils sont ma vérité, et j'ai droit à cette vérité. Charles m'étudia un long moment, puis empocha l'argent. 200 € par jour, plus les dépenses. J'aurai besoin de tout ce que vous savez, ce qui n'est probablement pas grand-chose, et de l'accès à tous les dossiers de famille que vous pouvez obtenir. Je n'ai rien. Ils me l'ont dit il y a 3 jours. Ils ont dit que ma mère biologique était une adolescente qui ne pouvait pas me garder. Mais cela pourrait être un autre mensonge. Adopté quand? Quand j'avais 3 mois, décembre 1992. J'aurais donc été né en septembre. Charles prit des notes dans un carnet abîmé. Adoption privée. Ils ont dit qu'ils avaient utilisé une agence privée. Celles-là sont en fait parfois plus faciles. Agence privée signifie avocat, et avocat signifie trace écrite. Vos parents adoptifs ont utilisé un avocat local. Jérôme Lebrun à Nantes. Ils géraient tout leur travail juridique à l'époque. Les sourcils de Charles se levèrent. Lebrun. Il pratique toujours, même s'il doit approcher les 80 ans. C'est notre point de départ. J'irai là-bas demain. Je viens avec vous. Ce n'est pas ma façon de travailler habituelle. Je me fiche de votre façon de travailler habituelle. Ils m'ont volé 32 ans de vérité. Je ne vais pas rester sur la touche pour ça. Charles me regarda à nouveau avec ses yeux catalogants, puis hocha lentement la tête. Très bien, mais vous suivez mon chef, et si je vous dis d'attendre dans la voiture, vous attendez. Certaines personnes n'aiment pas que leur passé soit déterré, et elles peuvent devenir désagréables à ce sujet. Nous nous sommes serrés la main, sa poigne ferme et rassurante. Alors que je redescendais ces escaliers grinçants, passant devant l'odeur de nourriture épicée du restaurant en bas, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis cet horrible moment dans le bureau Beaumont, un but. J'allais découvrir qui j'étais vraiment, même si la vérité détruisait ce qui restait de mon monde. Le trajet jusqu'à Nantes a pris 12 heures, Charles insistant pour s'arrêter à chaque aire de repos pour étirer son mauvais genou. Le cabinet d'avocat de Jérôme Lebrun occupait le rez-de-chaussée d'une ancienne maison de ville qui avait connu de meilleures décennies, coincée entre un pressing et un service de cautionnement. La réceptionniste, qui semblait presque aussi vieille que Lebrun lui-même, parut surprise que quelqu'un veuille le voir. « Il ne prend plus de nouveaux clients », dit-elle, nous regardant par-dessus des lunettes de lecture tenues par du ruban adhésif. « Nous ne sommes pas des clients », dit Charles, glissant sa licence d'enquêteur sur son bureau. « Nous sommes ici au sujet d'une adoption qu'il a gérée en 1992. » Lebrun avait bien 80 ans, mince comme du papier, avec des taches de vieillesse couvrant des mains qui tremblaient légèrement alors qu'il examinait les références de Charles. Son bureau sentait les vieux livres et les vieux cigares malgré le panneau « Interdiction de fumer », bien en vue. « L'adoption Beaumont », dit-il après que Charles eut expliqué pourquoi nous étions là. Sa voix était étonnamment forte pour un homme si frêle. Je m'en souviens. Adoption privée, très discrète, très rapide. Les parents adoptifs étaient très insistants sur la discrétion. Nous avons besoin des noms des parents biologiques, dis-je, me penchant en avant sur ma chaise. Lebrun m'étudia avec des yeux rêveurs. Vous êtes le bébé. J'ai 32 ans. Vous êtes toujours le bébé pour moi. J'ai géré cette adoption moi-même. La mère biologique était très spécifique sur ses exigences. La famille adoptive devait avoir de l'argent, devait avoir d'autres enfants, devait accepter une adoption fermée sans aucun contact. Mais vous avez des dossiers, insista Charles. Vous savez qui elle était.
Lebrun resta silencieux si longtemps que je crus qu'il s'était endormi les yeux ouverts. Puis il se leva, se dirigeant vers un ancien classeur qui ressemblait à une pièce de musée. « J'ai tout gardé, dit-il, sortant un épais dossier. Ne jamais rien jeter. C'est ce que mon père m'a appris. On ne sait jamais quand le passé viendra frapper à la porte. » Il posa le dossier sur son bureau et l'ouvrit soigneusement comme s'il risquait de s'effriter en poussière. Petit garçon, né le 3 septembre 1992 à l'hôpital Laennec. Le nom de la mère était Pauline. Juste Pauline sur les documents d'abandon, mais j'ai fait ma diligence raisonnable. Il sortit un autre papier. Pauline Vasseur, 19 ans. Père inconnu sur l'acte de naissance, mais il y a eu des paiements en espèces. Des paiements en espèces importants. Quelqu'un voulait que cela soit géré discrètement et rapidement. En espèces ? Les instincts d'enquêteur de Charles se manifestèrent. Combien en espèces ? 50 000 € en 1992. Assez pour couvrir toutes les dépenses et plus encore. Les billets étaient séquentiels, ce qui m'a toujours frappé comme étrange. Comme s'ils provenaient directement d'un retrait bancaire, pas des économies de quelqu'un. « Avez-vous une adresse pour Pauline Vasseur ?» demandai-je, mon cœur tambourinant. J'ai ce que j'avais alors. Elle a indiqué une adresse à Nantes, mais elle n'y est restée que 3 mois après la naissance. Puis elle a disparu. La carte de Noël que j'ai envoyée cette année-là est revenue marquée « N'habite plus à cette adresse ». Charles prenait des photos de chaque document avec son téléphone. « Ça vous dérange si nous prenons des copies ? » « Prenez tout le dossier, dit Lebrun, le poussant vers nous. Je prends ma retraite le mois prochain, je ferme le cabinet. Considérez cela comme la boucle est bouclée. 2 semaines plus tard, mon téléphone sonna alors que j'étais en pleine chirurgie, retirant une tumeur d'un Golden Retriever. Mon assistante le tint pour que je puisse voir le nom de Charles sur l'écran. Dis-lui que je le rappellerai, dis-je, me concentrant sur le travail délicat. Il dit que c'est urgent, dit-elle. Il dit que vous devez entendre cela maintenant. Je lui fis mettre sur haut-parleur, ma main travaillant toujours régulièrement malgré l'adrénaline qui me parcourait soudainement. Charles, je suis en chirurgie. Qu'y a-t-il ? Rémi, tu dois t'asseoir. Je tiens littéralement un scalpel. Que as-tu trouvé ? J'ai trouvé ta mère biologique, Pauline Vasseur. Elle est morte il y a 5 ans d'un cancer du sein, mais Rémi, elle a laissé quelque chose. Une lettre chez un cabinet d'avocats à Paris pour qu'elle te soit remise si jamais tu venais à chercher. Mes mains s'arrêtèrent juste une seconde. Que dit-elle ? Ton père biologique, Rémi. Ton père est Marc Caron. La pince glissa de ma main, cliquetant sur le plateau chirurgical. Mon assistante me regarda avec alarme, mais je ne pouvais pas parler. Le nom résonna dans ma tête comme le glas. Marc Caron. Le Marc Caron qui possédait le groupe Caron, l'une des plus grandes sociétés de logistique et d'expédition d'Europe. Le milliardaire dont le visage ornait le magazine Challenge chaque année. L'homme dont le fils aîné, Marc-Antoine, venait d'annoncer sa candidature au Sénat, dont la famille était de la royauté française dans tout sauf le nom. Charles continuait de parler par le haut-parleur, sa voix emplissant la salle d'opération. La lettre explique tout. Pauline avait 19 ans, elle travaillait comme stagiaire dans son entreprise. Ils ont eu une liaison. Quand elle est tombée enceinte, il l'a payée pour qu'elle disparaisse, pour qu'elle t'abandonne, mais elle a gardé la trace de l'endroit où tu allais. Elle savait que les Beaumont t'avaient. Est-ce qu'il est au courant pour moi, réussis-je à demander, mon professionnalisme maintenant fermement ma main alors que je reprenais la chirurgie. C'est ça, Rémi. Selon la lettre de Pauline, oui. Il l'a toujours su. Et écoute ça, le plus grand contrat de distribution de Beaumont Cosmétiques. C'est avec le groupe Caron, depuis 20 ans, l'année même où tu as eu 12 ans, quand tu aurais commencé à poser de vraies questions sur la ressemblance familiale. La rencontre avec Marc Caron fut fixée au mardi suivant à son siège social à Paris. Une tour de verre et d'acier qui éraflait les nuages. Je m'assis en face de lui dans son bureau du dernier étage, la ville s'étendant sous nous comme un royaume, et vis mon propre visage se refléter en moi 30 ans dans le futur. Les mêmes yeux verts, le même menton têtu, la même façon de tambouriner des doigts sur le bureau en réfléchissant. Ta mère était spéciale, dit-il doucement, sa voix portant le poids d'un vieux regret. J'avais 28 ans, marié, je dirigeais l'entreprise que mon père avait construite et j'étais complètement stupide. Quand Pauline m'a parlé de toi, j'ai paniqué.
J'ai pensé que l'argent pouvait faire disparaître cela, le rendre propre, faire comme si cela n'était jamais arrivé. Au lieu de cela, vous m'avez observé toute ma vie, dis-je, les pièces s'emboîtant enfin. Les Beaumont avaient besoin d'un contrat de distribution pour rester à flot à la fin des années 90. J'avais besoin de savoir que tu allais bien. Cela semblait être un arrangement parfait. Ils obtenaient leur contrat. J'obtenais des mises à jour trimestrielles sur ta vie déguisée en réunion d'affaires avec Guilain. Alors, vous avez acheté mon exil, dis-je, la colère montant à nouveau. Quand Philippine a voulu que je parte, vous les avez payés pour détruire ma vie. La mâchoire de Marc se serra de la même manière que la mienne lorsque j'étais sur la défensive. Philippine est devenue gourmande il y a 6 mois. Elle savait qui tu étais vraiment. Elle l'a compris à partir de vieilles photographies lors d'un dîner d'affaires. Elle a menacé de rendre publique ton existence à moins que je ne les aide financièrement et que je m'assure que tu n'aurais jamais de droit légal à la fortune de l'une ou l'autre famille. Elle allait détruire la carrière politique de mon fils, la réputation de ma famille, tout ce que nous avions construit. Alors, vous les avez encore choisis à ma place. Non, dit Marc fermement, se levant et se dirigeant vers la fenêtre. J'ai choisi de protéger toute ma famille, y compris toi. Le cabinet vétérinaire que tu as démarré. Qui penses-tu que ton investisseur providentiel anonyme était? Cette bourse pour l'école vétérinaire qui est apparue juste quand tu en avais besoin. La disponibilité soudaine de ce bâtiment parfait pour ta clinique à un loyer inférieur au marché? Le mystérieux bienfaiteur qui couvre les factures de tous les animaux dont le propriétaire ne peut pas payer. Mon monde a basculé à nouveau. Chaque coup de chance que j'avais cru avoir mérité, chaque opportunité que j'avais eue, avait été lui tirant les ficelles depuis l'ombre. Je n'ai plus besoin de votre protection, lui dis-je, me levant pour faire face à mon père pour la première fois. Mais je ne serai plus le secret de personne. Vos autres enfants méritent de savoir qu'ils ont un frère. Votre femme mérite la vérité. Marc vieillit de 10 ans à cet instant. La carrière politique de mon fils sera détruite. Le scandale ruinera tout. Alors ça ruine tout. J'ai passé 32 ans à vivre un mensonge. Je ne passerai pas un jour de plus à le faire. Nous avons trouvé un compromis qui nous a surpris tous les deux. Je ne rendrai rien public, mais Marc me reconnaîtrait en privé auprès de sa famille. Sa femme, Rebecca, se doutait déjà de quelque chose, étonnamment. Je me suis toujours posé des questions sur les dons de bienfaisance aux vétérinaires, a-t-elle dit lorsque nous nous sommes rencontrés une semaine plus tard. Marc n'aime même pas les chiens, mais soudain, il finance des hôpitaux pour animaux à travers la France. Mes demi-frères et sœurs l'ont pris différemment. Marc-Antoine était furieux au début, puis curieux, puis étrangement protecteur. Si cela sort, nous contrôlons la narration, a-t-il dit, pensant déjà comme le politicien qu'il devenait. Frère perdu de vue réuni avec la famille. Histoire digne de l'Élysée. Les jumeaux, Sarah et Samuel, tous deux âgés de 25 ans, étaient fascinés. Nous avons toujours voulu un frère aîné, a dit Sarah. Marc-Antoine ne compte pas parce qu'il est ennuyeux. La plus jeune, Catherine, tout juste 21 ans, m'a simplement serré dans ses bras. Est-ce que cela signifie que tu peux m'apprendre à conduire? Parce que tout le monde dans cette famille est terrible à cela. Quant aux Beaumont, leur entreprise a fait faillite 6 mois plus tard lorsque le groupe Caron a retiré ses contrats. Philippine m'a appelé une fois, pleurant sur la façon dont je les avais détruits. Vous m'avez détruit en premier, ai-je dit. Vous avez eu 32 ans pour me dire la vérité. Vous avez choisi l'avidité à la place. Quentin, Bénédicte et Damien m'ont contacté séparément. Nous nous reconstruisons lentement. Ils sont toujours mes frères et sœurs dans tous les sens qui comptent, même si le poison de Philippine a essayé de détruire cela. Damien vit avec moi maintenant, retrouvant sa sobriété, travaillant à ma clinique, apprenant que la famille n'est pas une question de sang ou d'argent ou de nom sur des fiducies. Mais le vrai cadeau est venu lorsque j'ai rencontré Éléonore Caron, la mère de Marc, ma grand-mère, 93 ans et aussi affûtée qu'un scalpel chirurgical. J'ai toujours voulu un autre petit-fils, a-t-elle dit, tapotant ma main avec des doigts qui ressemblaient à de l'écorce de bouleau. Surtout un qui sauve les animaux au lieu d'expédier des cartons à travers le monde. Tu tiens ta gentillesse de Pauline. Je l'ai rencontrée une fois, tu sais, avant ta naissance. Elle avait l'âme la plus douce, tout comme toi. Mon cabinet prospère. Mathilde et moi nous sommes mariés le printemps dernier lors d'une petite cérémonie avec Charles Pinault comme témoin et tous mes frères et sœurs, des deux côtés, présents.
Marc m'a conduit jusqu'à l'hôtel, une inversion qui l'a fait pleurer. Les Beaumont n'étaient pas invités, mais j'ai entendu dire que Philippine regardait de l'autre côté de la rue, debout sous la pluie comme un fantôme de la mère qu'elle n'a jamais vraiment été. Debout là, entouré de ma vraie famille, celle que j'ai choisie et celle que j'ai trouvée, j'ai réalisé quelque chose de profond. Les Beaumont avaient raison sur une chose. Je n'étais jamais vraiment l'un des leurs. J'étais toujours destiné à quelque chose de différent, quelque chose de meilleur, quelque chose de vrai. Le sang dans vos veines ne fait pas de vous une famille. L'amour dans votre cœur, oui. Parfois, perdre tout ce que vous pensiez être est la seule façon de découvrir qui vous êtes vraiment. Le chèque de 50 000 € des Beaumont. Je l'ai encadré, je ne l'ai jamais encaissé. Il est accroché dans mon bureau à côté d'une photo de moi à 3 mois sous une petite plaque qui dit « Le prix de la vérité vaut toujours plus que le coût des mensonges ». Je m'appelle Rémi Caron. J'ai légalement changé mon nom le mois dernier, non pas parce que je voulais la fortune de Marc, mais parce que je voulais ma vérité. Les Beaumont ont de toute façon envoyé une lettre de mise en demeure concernant l'utilisation de leur nom, à laquelle le cabinet d'avocats de mon demi-frère a répondu joyeusement avec une photo de mon nouveau permis de conduire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans mon histoire, vous savez que la famille n'est pas une question d'ADN ou d'héritage ou du nom que vous portez. C'est une question de qui se présente lorsque votre monde s'écroule et de qui vous aide à le reconstruire, plus fort et plus honnête qu'avant. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle a résonné en vous, si vous avez déjà eu l'impression de ne pas appartenir, d'avoir vécu la vérité de quelqu'un d'autre, sachez que votre vraie famille est là, qui vous attend pour que vous la trouviez. Parfois, ce sont les personnes qui vous ont élevé. Parfois, ce sont les personnes que vous choisissez, et parfois, ce sont les personnes dont vous partagez le sang, mais ce sont toujours les personnes qui vous voient pour qui vous êtes vraiment et vous aiment quand même.